3 coups de feu fendirent l'obscurité de la montagne et la détective Mara Santos s'écrasa à travers la porte de la cabane de Grant Sutton avec un homme mourant dans ses bras. Du sang partout sur ses mains, sur son insigne, sur le visage de l'adjoint dont les yeux roulaient en arrière dans son crâne. Derrière eux, des faisceaux de lampes de poche coupèrent à travers la tempête comme des prédateurs se refermant. Grant n'avait pas parlé à un autre être humain depuis 5 mois. Son berger allemand n'avait pas entendu un coup de feu depuis l'Afghanistan. Mais Ranger était déjà sur ses pattes, déjà entre eux et la porte, déjà grognant contre l'obscurité qui venait pour tous. Personne qui frappa à cette porte ne savait qu'il venait d'entrer dans le dernier endroit sur Terre, ou que l'homme à l'intérieur avait été entraîné à faire reculer l'enfer lui-même. Avant que nous ne continuions, dites-nous d'où vous regardez. Laissez votre ville dans les commentaires afin que nous puissions voir jusqu'où cette histoire atteint. Et si vous croyez que personne ne devrait affronter l'obscurité seul, abonnez-vous et restez jusqu'à la toute fin. Vous ne le regretterez pas. Le coup vint à 23h47. 3 frappes rapides qui secouèrent le chambranle de la porte assez fort pour faire vibrer le verrou. Grant Sutton posa le fer à souder et écouta. Ses mains ne tremblèrent pas. Sa respiration ne changea pas. 10 ans d'entraînement Navy SEAL avaient brûlé la panique hors de lui de la manière dont le feu brûle l'oxygène. Complètement, définitivement, sans excuse. Le coup vint de nouveau, plus fort, désespéré. Ranger se leva de son endroit près du poêle à bois. Le berger allemand se déplaça sans bruit, son pelage fauve et brun doré attrapant la lumière du feu, alors qu'il se positionnait entre Grant et la porte. Un grognement bas se construisit dans sa poitrine. Pas fort, pas agressif. Conscient. Facile, Grant murmura. Il traversa jusqu'à la fenêtre latérale et dégagea un cercle dans la condensation avec son articulation. La pluie coupait de côté à travers le verre. 2 silhouettes sur son porche, l'une soutenant l'autre, toutes 2 trempées, toutes 2 tremblantes. La première silhouette leva quelque chose vers la fenêtre. Un insigne. S'il vous plaît. Une voix de femme tendue, désespérée. Nous avons besoin d'aide. Grant les étudia pendant 3 secondes. La femme était jeune, fin vingtaine, des cheveux foncés plaqués sur son visage. L'homme à côté d'elle était plus âgé, plus grand, et sa tête saignait librement. Aucun d'eux ne bougeait comme s'il mettait en place une embuscade, mais Grant avait déjà vu de bonnes mises en place à Kandahar, à Fallujah, dans un village syrien qui le visitait encore à 3h08 du matin. Il déverrouilla la porte et l'ouvrit de 6 pouces, gardant son corps incliné derrière le cadre. « Déclarez votre affaire, détective Mara Santos. » La femme leva son insigne de nouveau, la main tremblant si fort que le métal attrapa la lumière en éclairs bégayants. « C'est l'adjoint Tom Beckett. Notre véhicule a été pris en embuscade à 2 miles à l'est sur Ridge Road. Nous a fait tomber de la falaise. La radio est morte. Nous avons des hommes armés qui nous poursuivent et nulle part ailleurs où aller. » Grant regarda l'homme. Les yeux de Beckett étaient vitreux, flous. Du sang coulait d'une entaille au-dessus de son oreille gauche, se mélangeant à la pluie sur son col. Sa respiration vint peu profonde et rapide. Présentation classique d'une commotion cérébrale. Peut-être pire. Combien poursuivent? 3 que j'ai vus. Peut-être plus. Armés. Oui. Le grognement de Ranger s'approfondit. Sa tête pivota vers la lisière des arbres, ses oreilles tournant comme des paraboles, captant un signal qu'aucun humain ne pouvait entendre. Grant prit sa décision. À l'intérieur maintenant, bougez lentement. Mara à moitié porta Beckett à travers l'embrasure. L'adjoint la surpassait de 80 livres, mais elle se déplaça avec l'efficacité sinistre de quelqu'un qui avait déjà décidé que le laisser tomber n'était pas une option. Grant ferma la porte et jeta les 3 verrous. Puis il éteignit la lampe principale, plongeant la cabane dans l'ombre, brisée seulement par la lueur orange du poêle à bois. « Asseyez-le là », il désigna une chaise près de la chaleur. « Ne touchez à rien d'autre. » Mara guida Beckett sur la chaise.
L'adjoint s'affala en avant, pressant sa paume contre la blessure. Du sang s'infiltra entre ses doigts. « Merci, » Mara respira. « Mon Dieu, merci. Ne me remerciez pas encore. » Grant se déplaça vers une armoire et récupéra une trousse de premier secours. Titan, surveille. Ranger se positionna face à la porte, corps bas, chaque muscle tendu. Ses yeux ambrés ne clignèrent pas. Mara fixa le chien. « Il est entraîné, » dit Grant, s'agenouillant devant Beckett. Ancien chien de travail militaire. 3 tours en Afghanistan avant de prendre des éclats d'obus et d'être médicalement réformé. Il sait à quoi ressemble la chasse. Il examina la blessure à la tête. L'entaille était profonde mais propre. Beckett aurait besoin de pointes de suture éventuellement. Mais le danger immédiat était le choc et la perte de sang. Tenez ceci. Il pressa une compresse de Grace dans la main de Mara et la guida vers la blessure. Pression ferme. Ne relâchez pas. D'accord. Il y a combien de temps cela est arrivé? Peut-être 30 minutes. La voix de Mara se brisa. Ils nous ont frappés des 2 côtés, nous ont fait sortir de Ridge Road. Tom a été projeté quand nous avons roulé. Vous avez fait rouler le véhicule dans un ravin. Il a pris feu. Nous nous en sommes à peine sortis. Grant finit de nettoyer autour de la blessure, puis se leva et traversa jusqu'à sa table d'équipement. Portable, un analyseur de spectre, un ordinateur portable montrant des motifs de forme d'onde. Il prit son scanner le plus sensible et l'alluma. L'aiguille les tressaillit une fois, puis s'aplatit. « Ce n'est pas bien, dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'est? Votre radio n'est pas morte à cause de la tempête. » Il ajusta la fréquence, essaya de nouveau. Même résultat. Quelqu'un brouille les communications dans cette zone. Suppression radio-militaire. Le visage de Mara devint pâle. Ce n'est pas possible. Les trafiquants de drogue n'ont pas ce genre d'équipement. Grant se tourna pour la regarder. Qui a dit quoi que ce soit sur les trafiquants de drogue? Le silence s'étira. Les oreilles de Ranger pivotèrent vers l'arrière de la cabane. Son grognement revint, plus doux maintenant, mais plus insistant. Mara regarda Beckett. L'adjoint avait fermé les yeux et respirait à travers les dents serrées. Elle regarda de nouveau Grant. Quelque chose se brisa derrière son expression. Pas de la faiblesse, mais le dernier mur entre la vérité et l'air. « Nous ne suivions pas de trafiquants de drogue, dit-elle. Sa voix baissa. Nous enquêtions sur autre chose. Quoi? Des femmes ont disparu de petites villes dans cette zone. 8 au cours des 14 derniers mois. De jeunes mamans, des femmes vulnérables. Personne ne les cherchait parce que personne ne pensait qu'elles comptaient. Grant sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Le genre de froid qui ne vient pas de la température. Le genre qui vient de la reconnaissance. Trafic d'êtres humains. Nous avons trouvé des preuves connectant l'opération à quelqu'un au sein des forces de l'ordre. Nom, date, paiement, un registre. J'ai photographié chaque page avant que nous ne partions. Les preuves sont sur mon téléphone. Où est-ce le téléphone? Étui étanche à l'intérieur de la poche. Alors ils ne sont pas ici pour vous tuer. Grant vérifia la fenêtre de nouveau. Les faisceaux des lampes de poche n'avaient pas bougé. Ils sont ici pour récupérer ces preuves. Vous tuer n'est que le nettoyage après. La mâchoire de Mara se serra. C'est réconfortant. Ce n'était pas censé l'être. Cela signifie que nous avons un levier. Tant que vous avez ce téléphone, vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Les personnes mortes ne déverrouillent pas les téléphones. Ranger aboya. Sec. Urgent. Une fois, 2 fois. Sa tête fouetta de la porte à la fenêtre et au mur arrière au coin nord. 4 positions distinctes avant de revenir au centre. Grant compta. Son visage changea. 4, dit-il. Un autre les rejoignit pendant que nous parlions. Oh, mon Dieu, ne faites pas. La voix de Grant était stable, comme la pierre. Dieu n'est pas celui qui va nous faire passer la nuit. La concentration l'est. Beckett s'agita sur la chaise. Ses yeux s'ouvrirent, vitreux, luttant pour la clarté. Helena.
Sa voix vint traînante, épaisse. Mara fut à ses côtés instantanément. Tom, Tom, reste immobile, mon insigne. Quoi? Quand ils nous ont fait sortir, il grimaça, sa main pressant plus fort contre la blessure. L'un d'eux dit quelque chose. Dit qu'il savait toujours où j'étais. Dit que le département prend soin des siens. Le visage de Mara se vida de couleur. Tom, cela n'a pas de sens, vérifie l'insigne. Ses mains tremblèrent alors qu'elle décrocha l'écusson de sa ceinture. Elle le retourna, examina l'arrière, passa ses doigts le long des bords. Il n'y a rien ici, juste elle s'arrêta. Son ongle avait accroché quelque chose. Une petite couture dans le support métallique qui n'aurait pas dû être là. Grant lui tendit le couteau de chasse. « Ouvre-le. » Elle fit levier sur la couture. Le panneau arrière de l'insigne sauta, révélant un espace creux en dessous. À l'intérieur, un appareil de la taille d'une pile d'aide auditive clignotait d'une faible lumière rouge. Traceur GPS, dit Grant, intégré dans un insigne de shérif. Ce n'est pas quelque chose que les criminels font. C'est quelque chose que les institutions font. Mara fixa la lumière clignotante comme si elle l'avait personnellement trahi. Il savait tout le temps que nous enquêtions. Il savait exactement où nous étions. Qui a émis cet insigne? Le département. Équipement standard. Quand Tom a été promu l'année dernière. Alors quelqu'un dans votre département fait partie de cette opération. Les yeux de Beckett s'étaient aiguisés. La douleur avait une façon de brûler à travers le brouillard. J'ai porté cet insigne pendant 24 ans, dit-il d'une voix rauque. 24 ans à croire que cela signifiait quelque chose. L'insigne est un morceau de métal, dit Grant. Il ne signifie rien en soi. La seule chose qui compte est ce que la personne qui le porte choisit de faire. Il écrasa le traceur sous son talon. La lumière rouge s'éteignit. Ils savent que nous l'avons trouvé, dit Mara. Bien. Laissez-les savoir parce que maintenant leur GPS est hors ligne et ils doivent faire cela de la manière difficile. Grant se déplaça vers la fenêtre et étendit un microphone parabolique à travers une fissure dans le verre. Du statique remplit son casque, puis se résolut en voix en position. Colis confirmé à l'intérieur, 2 plus le propriétaire. Copie, qu'en est-il du chien? Grand berger allemand, semble alerte. Pourrait être un problème. Alors supprimez le problème d'abord. Approche silencieuse. Effraction de fenêtre à mon signal. Grant retira le microphone. Son visage était devenu très immobile. Il savait pour Ranger. Il planifie une effraction de fenêtre coordonnée. Quand? Demanda Mara. Bientôt. Ils attendent la confirmation de leur chef. Il la regarda. Il y a autre chose. La voix qui donne des ordres. Je reconnais le protocole radio. C'est de la communication tactique des forces de l'ordre. Ce ne sont pas des voyous engagés. Ce sont des officiers entraînés. L'âme de Mara se leva instinctivement. Officiers, adjoints, patrouille d'État, peut-être les deux. Ils ont eu un entraînement tactique. Ils savent comment dégager un bâtiment. Alors comment les combattons-nous? Nous ne le faisons pas. Pas directement. Ils sont trop nombreux et ils sont trop bien entraînés. Grant était déjà en mouvement, tirant des objets d'un placard, un gilet tactique, une vision nocturne, des jumelles, un sac à dos préchargé de fournitures. Notre seul avantage, c'est qu'ils pensent que c'est une opération de confinement. Ils s'attendent à des civils effrayés. Ils ne s'attendent pas à quelqu'un qui connaît leur plan de match. Il tendait le sac à dos à Mara. Il y a un sentier de chasse derrière la cabane qui mène à Cooper Creek. Suivez l'eau vers le nord-ouest sur un demi-mile. Vous atteindrez l'ancienne route forestière. Le service cellulaire reprend environ 1 mile après cela. Mara secoua la tête. Vous voulez que nous courions? Je veux que vous surviviez. Ces preuves peuvent exposer toute l'opération. Elles sont sans valeur si vous êtes morte. Je ne vous laisse pas ici seul. Vous ne me quittez pas. Grant siffla doucement. Ranger se déplaça immédiatement à ses côtés. Ranger va avec vous. Il connaît ces bois mieux que n'importe lequel de ses hommes. Il vous mettra en sécurité. Beckett se força à se redresser. Elle a raison. Nous ne laissons pas les gens derrière. Ce n'est pas comme ça, adjoint.
Avec respect, vous pouvez à peine vous tenir debout. Vous la ralentirez et vous ferez tuer tous les deux. La voix de Grant était directe. Pas cruelle, mais dépouillée de chaque syllabe inutile. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment est de rester ici avec moi et de faire du bruit. Laissez-les penser que les deux cibles sont toujours à l'intérieur pendant qu'elles courent seules dans l'obscurité avec un berger allemand entraîné au combat qui a tiré des opérateurs blessés hors du territoire taliban. Grant rencontra les yeux de Beckett. Je ferai confiance à Ranger de ma vie. Je lui ai fait confiance de ma vie. Il ne la laissera rien lui arriver. Beckett fixa Grant pendant un long moment. Puis il regarda Mara. Ses yeux brillèrent. Pas de la blessure, de quelque chose de plus profond. Allez, Beckett dit, apporte ces preuves à quelqu'un qui peut les utiliser. Découvre qui nous a fait ça. Tom, c'est un ordre. Il essaya de sourire et y parvint presque. Je suis toujours votre officier superviseur pour encore quelques heures. Ne me faites pas vous réprimander. Le menton de Mara trembla. Elle agrippa son téléphone à travers la poche de sa veste, sentant le poids de chaque photographie, chaque page, chaque nom qui pourrait brûler tout le réseau. Ranger, Grant désigna Mara. Garde, escorte, va. Le berger allemand se déplaça aux côtés de Mara sans hésitation. Il pressa contre ses jambes. 45 livres de certitude chaude, solide, vivante. Sa présence n'était pas seulement physique. C'était une promesse. Grant ouvrit la porte arrière, juste assez large pour qu'il se glisse. Vent et pluie s'engouffrèrent. Restez de bas, restez silencieux. Suivez Ranger. Il saura si quelqu'un est proche avant vous. Mara s'avança dans l'obscurité. Au seuil, elle se retourna. « Quel est votre nom? » Je n'ai jamais demandé. « Grant Sutton. »« Merci, Grant. Remerciez-moi quand ce sera fini. » Elle disparut dans la tempête. La forme sombre de Ranger se déplaça à ses côtés, fauve et brun doré se transformant en ombre, la guidant en pente vers le ruisseau. Grant ferma la porte, la verrouilla, resta immobile 2 secondes, écoutant la pluie, sentant le poids de la nuit s'installer sur la cabane comme un linceul funéraire. Puis il se tourna vers Beckett. « Pouvez-vous tenir une arme? » Beckett fléchit ses mains ensanglantées. « Je peux essayer. » Grant récupéra un fusil de chasse d'une armoire verrouillée et le pressa dans la poigne de l'adjoint. Calibre 12, 5 cartouches. Sécurité ici. Pointez sur tout ce qui passe par cette porte et tirez sur la gâchette. Que vas-tu faire? Leur acheter du temps. Grant prit une casserole en métal de la cuisine et la lança contre le mur lointain. Le fracas résonna à travers la cabane. Il le suivit en renversant une chaise, piétinant les planches du sol, créant chaos et bruit. Dehors, le mouvement s'arrêta. Les chasseurs avaient entendu le tumulte. Ils seraient en train de réévaluer, de recalculer. Bien. Chaque seconde qu'ils hésitaient était une autre seconde que Mara gagnait. Grant se déplaça vers la fenêtre et cria dans l'obscurité. « Hé, je sais que vous êtes là. Vous voulez parler ou comptez-vous rester sous la pluie toute la nuit? » Silence. Puis une voix revint amplifiée par un mégaphone. « Grant Sutton, ancien Navy SEAL, honorablement libéré. 2021. Nous savons qui vous êtes. Nous savons que vous avez nos cibles à l'intérieur. Envoyez-les dehors et vous pourrez retourner à votre petite vie tranquille. Personne n'a besoin d'être blessé. » La mâchoire de Grant se serra. Ils avaient fait leur devoir. Il cria en retour. « Et si je ne le fais pas, alors nous entrons et les prenons, et vous devenez une victime tragique d'une invasion de domicile qui a mal tourné. Votre choix. » Les mains de Beckett se serrèrent sur le fusil de chasse. Ils vont nous tuer de toute façon. Une fois qu'ils ont les preuves, ils ne peuvent pas laisser de témoins. Je sais que Grant avait déjà 3 coupes d'avance, mais ils ne savent pas que Mara est partie. Tant qu'ils pensent que vous êtes tous les deux encore ici, ils essaieront de contenir la situation. Ils veulent que ce soit propre, professionnel. Alors, que faisons-nous? Nous rendons ce que là désordonné. Grant tint le traceur détruit vers la fenêtre. Vous cherchez ça? Mauvaise nouvelle.
Votre GPS est hors ligne. Vous devrez faire ça à la dure. Une longue pause. Puis le mégaphone crépita. Vous avez 60 secondes pour ouvrir cette porte. Ou quoi? Vous allez souffler et souffler? 45 secondes. Grant se tourna vers Beckett. Quand ils feront effraction, ils passeront par les fenêtres en premier. Grenade aveuglante ou fumigène pour désorienter, puis entrer par l'avant. Restez bas derrière le poêle. C'est en fonte, ça arrêtera la plupart des balles. Vous avez déjà fait ça. Trop de fois, 30 secondes. Grant se déplaça vers le coin le plus sombre et pressa son dos contre le mur. Dans sa main, le couteau de chasse ne réfléchissait aucune lumière du tout. 15 secondes. Dehors, quelque part dans la tempête en dessous, Mara Santos courait à travers une obscurité si épaisse qu'elle ne pouvait pas voir ses propres mains. Et à ses côtés, 85 livres de berger allemand se déplaçaient comme s'il était né dans cette tempête, la guidant vers le ruisseau, vers la route, vers un signal qui pourrait faire tomber toute la montagne sur les hommes qui pensaient ne procéder. Rangé ne regarda pas en arrière. Il ne regarda jamais en arrière. Il ne regardait que vers l'avant, vers ce qui venait ensuite, avec des yeux ambrés qui avaient vu des nuits pires que celle-ci et survécu à chacune d'elles. Le temps est écoulé, dit le mégaphone. Le verre se brisa. La nuit explosa et quelque part sous la crête, une femme courait pour sa vie avec un chien fidèle à ses côtés, portant des preuves qui pourraient réduire un empire en cendres si elle vivait assez longtemps pour les livrer. Le verre explosa vers l'intérieur depuis les deux fenêtres simultanément. Des grenades fumigènes frappèrent le sol, tournoyant, remplissant la cabane de nuages blancs épais qui brûlaient les yeux de Grant et lui lacéraient la gorge. Il ne paniqua pas. La panique était la mort. Il l'avait appris dans des endroits où la fumée était plus épaisse et les hommes qui en sortaient étaient mieux entraînés que ceux-ci. « Beckett, atterrir! Cria-t-il. L'adjoint se jeta derrière le poêle en fonte. Le fusil de chasse trembla dans sa poigne, mais son doigt resta loin de la gâchette. Discipline, bien. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Deux silhouettes se précipitèrent en formation tactique, des armes balayant la pièce remplie de fumée. Grant attendit. Laissez-les s'engager sur leur chemin. Laissez-les penser qu'ils possèdent l'espace. Le premier homme passa à portée de bras. Grant bougea comme quelque chose qui n'avait pas d'os. Fluide, silencieux, inévitable. Son bras s'enroula autour de la gorge de l'homme par derrière, le couteau pressant dans l'espace au col du gilet tactique. Le second homme pivota, l'arme se levant. Mais Grant s'était déjà repositionné, utilisant le premier homme comme bouclier. « Lâche-le, » dit Grant. « Ou ton ami apprendra à quoi ressemble son artère corrodée de l'extérieur. Vous faites une erreur. » La voix du second homme était stable, professionnelle. « Nous avons cet endroit encerclé. Vous ne pouvez pas gagner. Je n'essaie pas de gagner. J'essaie d'avoir une conversation. » Une troisième silhouette apparut dans l'embrasure, plus grande que les autres, se déplaçant avec la confiance tranquille du commandement. Même à travers la fumée se dissipant, Grant put distinguer l'insigne sur le gilet tactique. « Département du shérif, retirez-vous », le commandant ordonna à ses hommes. Puis à Grant, « Sutton, n'est-ce pas? » L'ancien SEAL. Une fois SEAL, toujours SEAL, c'est ce qu'ils disent. Le commandant entra entièrement dans la cabane, les mains visibles, mais non levées. « Je suis le capitaine Dale Harding, et je pense que nous avons mal commencé. Vos hommes viennent de jeter des grenades aveuglantes dans ma maison. Je dirais que nous sommes au-delà des faux départs. Un malentendu. On nous a dit que des forces hostiles avaient trouvé refuge ici. Nous pensions vous protéger. » « Me protéger? » Grant rit. Court, dur. C'est comme ça que vous appelez la chasse à deux policiers à travers les montagnes? La détective Santos et l'adjoint Beckett sont des personnes d'intérêt dans une enquête en cours. La voix de Harding était de la soie sur de l'acier. Ils ont volé des preuves classifiées et ont fui la garde à vue.
Nous sommes ici pour les ramener en toute sécurité. En toute sécurité. La voix de Beckett vint de derrière le poêle, épaisse d'une colère et d'une douleur. Vous nous avez fait tomber d'une falaise, Harding. Vous avez essayé de nous tuer. Adjoint Beckett. Harding se tourna vers la voix, son ton passant à quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Vous êtes blessé. Laissez-moi vous aider. Cela n'a pas à s'aggraver. J'ai vu les visages de vos hommes quand ils nous ont frappés. Ce n'était pas une arrestation. C'était une exécution. La mâchoire de Harding se serra, à peine perceptible, mais Grant le remarqua. « Où est Santos? » demanda Harding. La soie avait disparu maintenant. Juste de l'acier. « Elle n'a pas survécu, » dit Beckett. « L'accident l'a tuée. Est-ce exact? » Harding regarda autour de la cabane lentement, méthodiquement. Ses yeux se déplacèrent à travers la pièce, comme les yeux d'un prédateur se déplacent à travers un champ, ne cherchant pas ce qui est là, mais ce qui manque. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que mes hommes fouillent la propriété. J'y vois beaucoup d'inconvénients. Grant dit, vous êtes dans ma maison sans mandat, sans invitation et sans une prière de justifier cela à un juge. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez prendre vos hommes et partir ce soir. Harding sourit. Cela n'atteignit pas ses yeux. Rien chez cet homme n'atteignait ses yeux. Vous vous êtes fait partie de cela, Sutton. C'était imprudent. J'ai été imprudent avant. J'ai survécu. Pas comme ça. Harding s'approcha. Cette opération est plus grande que la croisade d'une détective. Plus grande qu'une cabane. Plus grande que vous. Partez maintenant et j'oublierai votre visage. Je n'oublie pas les visages, dit Grant. Habitude professionnelle. Un coup de tonnerre secoua les murs. Au même instant, Beckett se leva de derrière le poêle et tira le fusil de chasse dans le plafond. L'explosion fut assourdissante. Plâtre et bois tombèrent. Tout le monde se figea. Tout le monde gèle. Beckett rugit, rechargeant une autre cartouche. Le prochain passera à travers quelqu'un. L'arme de Harding était tirée mais non visée. Ses yeux calculèrent. L'otage, le seal avec un couteau, l'adjoint blessé avec un calibre 12, et rien à perdre. « Sergent, » dit Grant calmement, « je pense que vous devriez partir. Ce n'est pas fini. C'est pour ce soir. Votre fenêtre pour une opération propre vient de se fermer. Vous avez des tirs, des témoins, et votre cible est déjà partie. Coupez vos pertes. » Quelque chose changea dans le visage de Harding. Une fissure dans le masque, si brève que la plupart des gens l'auraient manqué. Mais Grant avait passé une décennie à lire les visages dans l'obscurité, sous le feu, dans des pièces où une mauvaise lecture signifiait la mort. Harding savait. Il savait que Mara était partie. « Vous venez de vous faire un ennemi, » dit Harding. « Tous les deux. Il n'y a nulle part dans cet état où vous pouvez vous cacher. J'ai eu de pires ennemis que vous. » Grant dit, « Ils sont morts. Considérez l'implication. » Harding signala ses hommes. Ils se retirèrent par la porte, se fondant de nouveau dans la tempête. Les sons de leurs mouvements s'estompèrent. Bottes sur terre mouillée. Clic radio. Le son mécanique des véhicules démarrant quelque part en bas de la route de montagne. Beckett abaissa le fusil de chasse. Ses bras tremblaient. Son visage était blanc comme la craie. Sont-ils vraiment partis? Grant se déplaça vers la fenêtre, faisceau de lampes de poche se retirant dans la lisière des arbres. Moteur s'estompant vers l'est. Pour l'instant, ils se regrouperont. Essaieront de suivre Mara. Elle a peut-être 20 minutes d'avance, dépend de la vitesse à laquelle ils mobilisent des véhicules pour la couper. Beckett glissa le long du mur jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le sol. Le fusil de chasse claqua à ses côtés. Il fixa le vide. Harding. Je le connais depuis 15 ans. Nos enfants jouaient ensemble au baseball. Sa femme apportait des gratins quand Karen a eu sa chirurgie. Comment un homme fait-il ça? Beckett murmura. Comment sourit-il à travers le barbecue pendant qu'il dirige un réseau de trafic? Compartimentalisation. Tout le monde est le héros de sa propre histoire. Ce n'était pas une réponse. Non, ce n'était pas ça. Grant récupéra la trousse de premier secours et s'agenouilla à côté de l'adjoint. Reste immobile.
Votre bandage est trempé. Beckett grimaça alors que Grant travaillait sur la blessure. Mara ne va pas y arriver seule. Même avec votre chien, elle ne connaît pas ces montagnes. Ranger les connaît. Il la gardera sur le bon chemin. Et s'il l'attrape avant qu'elle n'atteigne l'aide? Grant ne répondit pas. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Je dois la suivre, dit Beckett. Vous pouvez à peine marcher. Je m'en fiche, adjoint. Son nom est Mara Santos. La voix de Beckett se brisa. Elle a 28 ans. Elle est devenue flic parce que sa sœur Lucia a disparu il y a 6 ans et personne ne l'a cherchée. Personne ne s'en est soucié. Elle s'est battue toute sa vie pour des filles, mais pour qui personne d'autre ne se bat. Et je l'ai envoyée seule dans ces bois. Vous ne l'avez pas envoyée. Je l'ai fait. Même différence. Non, ce n'est pas ça. Grant se leva et lui tendit la main. J'ai perdu des gens, Beckett. Des gens que j'étais censé protéger. La culpabilité ne disparaît pas. Mais cela n'a pas non plus à être la fin. Beckett prit la main. Laissez Grant le tirer sur ses pieds. Ses jambes tenaient la peine. Que voulez-vous dire? Mara a l'épreuve. Mais nous avons quelque chose aussi. Nous avons le désespoir de Harding. Les hommes désespérés font des erreurs. Quel genre d'erreur? Il m'a menacé. Dit, il n'y a nulle part dans l'État où je peux me cacher. Cela signifie qu'il a peur de ce qui se passe si cela devient fédéral. La corruption locale peut être contenue. Une enquête fédérale ne le peut pas. Les yeux de Beckett s'aiguisèrent à travers la douleur. Le bureau du FBI à Roanoke, si nous pouvions les atteindre directement, nous aurions besoin de preuves au-delà des photographies de Mara. La mine. Grant tirait déjà du matériel du placard. Gilet tactique, lampe de poche, pistolet de secours. Mine Black Rock, c'est là qu'ils retiennent les victimes. C'est de la preuve. C'est du suicide. Harding aura des hommes là-bas. Pas s'il pense que nous courons dans l'autre direction. Pas s'il est concentré sur la capture de Mara. Beckett le fixa. Elle les a attirés. Elle nous donne une fenêtre. Elle est intelligente. Elle sait que les preuves sur son téléphone sont la priorité. Tant qu'ils la poursuivent, ils ne protègent pas la mine. Vous pouvez à peine vous tenir debout, dit Grant à l'adjoint. 3 miles de terrain montagneux dans l'obscurité. Je me suis levé quand ça comptait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était de l'adrénaline. Alors je trouverai plus d'adrénaline. Beckett se poussa du mur. Ses jambes tremblèrent. Tenu. J'ai passé 24 ans à être un bon soldat, à suivre les ordres, à faire confiance au système. Et le système était pourri tout le temps. Je ne peux pas défaire ça, mais je peux faire quelque chose maintenant. Grant étudia l'homme, battu, ensanglanté, épuisé. Mais quelque chose dans ses yeux s'était durci en acier. Si nous faisons ça, dit Grant, nous le faisons à ma manière. Vous suivez mon exemple. Vous ne discutez pas. Vous ne jouez pas au héros. Compris. Ils se dirigèrent vers la porte arrière. Grant l'ouvrit. L'air froid se précipita. Soudain, la main de Beckett attrapa son bras. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous devez rien. » Grant regarda dans l'obscurité vers les montagnes qu'il avait appelées sa maison pendant 3 ans. Le calme qu'il avait cherché. La paix qu'il n'avait jamais tout à fait trouvée. 1 an après avoir quitté le service, j'ai lu l'histoire d'une fille qui avait disparu d'une ville juste comme celle d'ici, 15 ans. L'enquête est devenue froide en 1 semaine. Personne ne s'en est assez soucié pour continuer à chercher. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. C'est le but. Grant s'avança dans la nuit. Peut-être que ce soir nous découvrirons ce qui leur arrive à toutes. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, laissant derrière eux la cabane endommagée avec ses fenêtres brisées et ses murs tachés de fumée. En dessous d'eux, quelque part dans l'obscurité, Mara Santos courait. Ranger avançait devant elle, sa forme sombre à peine visible contre les arbres, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour vérifier qu'elle le suivait toujours. Chaque fois qu'elle trébuchait, il était là, pressant contre sa jambe pour la stabiliser.
Chaque fois qu'elle hésitait à une bifurcation du sentier, il choisissait sans hésitation. Mais ils n'étaient pas tous. Elle pouvait les entendre maintenant. Des voix s'appelant à travers la forêt. Des faisceaux de lampes de poche balayant la pente au-dessus de sa position. Ils avaient trouvé sa trace plus vite qu'elle ne l'avait espéré. Ranger se figea, les oreilles aplaties, un grognement d'avertissement bas. Mara se laissa tomber derrière une bûche tombée, se pressant dans la boue. À travers les branches, un faisceau de lampes de poche traversa les arbres à 50 yards en amont. Vérifier le lit du ruisseau, appela une voix. Elle suivra l'eau. Il savait. Bien sûr qu'il savait. C'étaient des flics entraînés à la poursuite et au pistage. Le nez de Ranger toucha sa main. Il tira doucement sur sa manche, l'attirant vers un fourré dense qu'elle n'aurait jamais trouvé seule. Elle rampa après lui, les branches lui griffant le visage, les épines lui déchirant la veste. L'espace s'ouvrit sur un creux naturel sous le système racinaire d'un arbre ancien. Ranger se pressa contre elle, sa chaleur était le seul réconfort dans l'obscurité. Sa respiration ralentit, contrôlée, silencieuse, comme s'il comprenait le besoin de silence absolu. Des pas s'approchèrent, des bottes lourdes sur des feuilles mouillées. Le faisceau de la lampe de poche balaya directement leur cachette. Elle arrêta de respirer. Rien ici. Masculin, jeune, frustré. Elle a dû aller plus loin en aval. Continuez à chercher. Harding veut qu'elle soit trouvée avant l'aube. Les pas continuèrent. Le faisceau disparut. Mara compta jusqu'à 60 avant de se laisser respirer. « Bon garçon », murmura-t-elle à l'oreille de Ranger. « Bon garçon. » La queue du chien frappa une fois contre sa jambe. Juste une fois, puis le calme. Elle sortit son téléphone. Toujours pas de signal. La portée du brouillard était plus large que Grant ne l'avait estimé. « Ma sœur avait un chien », Mara murmura dans la fourrure de Ranger. Elle ne savait pas pourquoi elle parlait à un animal au milieu d'une fuite pour sa vie. Peut-être parce qu'il était le seul à écouter, un bâtard nommé Pepper. Lucia aimait ce chien plus que tout sur cette terre. Quand elle a disparu, Pepper est resté assis près de la porte d'entrée pendant 3 mois. Ne mangeait pas, juste attendait. Les oreilles de Ranger bougèrent, écoutant, non pas les mots, mais la fréquence de sa voix, le chagrin en elle, l'amour. Elle n'est jamais rentrée et Pepper n'a jamais cessé d'attendre. Mara essuya ses yeux avec une main boueuse. « Tu me rappelles lui, sauf que tu te défends. » Ranger lécha sa joue une fois. Guerre chaude. « Allons-y, murmura-t-elle. » Elle rampa hors du creux. Ranger avança, choisissant un nouveau chemin, non pas vers le ruisseau, non pas vers la route forestière, mais plus profondément dans la nature sauvage, loin des routes évidentes, loin des hommes qui pensaient comme des flics, parce qu'ils étaient des flics. Le terrain devint plus raide. Les bottes de Mara glissèrent sur la roche mouillée. 2 fois, elle serait tombée si Ranger ne l'avait pas soutenue. Le chien semblait infatigable, mais elle pouvait le voir favoriser sa patte arrière gauche, l'ancienne blessure par éclat d'obus que Grant avait mentionnée. Même les héros avaient des limites. Elle vérifia son téléphone de nouveau, pas de signal. Puis elle l'entendit. Des moteurs multiples venant de la direction de la mine. Un convoi se dirigeant dans une direction différente vers elle. Il mobilise des véhicules, respira-t-elle. Les oreilles de Ranger se plaquèrent en arrière. Il changea de direction, la menant en montée maintenant. Loin des routes, loin des véhicules, vers quelque chose que seul lui pouvait voir. Ils grimpèrent pendant 20 minutes. Les poumons de Mara hurlèrent, ses jambes tremblèrent. La pluie avait cessé, mais le froid lui transperçait les vêtements mouillés comme du fil barbelé. Ranger s'arrêta au sommet d'une petite crête et la regarda, attendant. Patiente, elle se traîna jusqu'au sommet, regarda de l'autre côté et se figea. Loin en dessous, niché dans une vallée, un groupe de lumière qui n'appartenait à aucune ville sur aucune carte. Mine in Black Rock. Véhicule, garde armée, un van sans fenêtre. Activité au milieu de la nuit.
Son estomac se retourna à la vue de ce van parce qu'elle savait. Elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle savait ce que ces lumières signifiaient. Elle savait que quelque part dans l'obscurité sous ces montagnes, des femmes attendaient que quelqu'un les trouve. Nous l'avons trouvé, respira-t-elle. Rangé, nous l'avons trouvé. Le chien gémit doucement, mais son attention n'était pas sur la mine en dessous. Elle était fixée sur quelque chose derrière eux, de là où ils venaient. Mara se retourna. 3 faisceaux de lampes de poche se déplaçaient le long de la crête qu'ils venaient de traverser, convergeant sur leur position. Ils avaient été repérés. Mara regarda Ranger. Ranger la regarda. Ses yeux ambrés contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la peur, pas de la stratégie, mais une sorte d'engagement féroce et ancien qui allait au-delà de l'entraînement, au-delà du commandement, au-delà de tout ce qu'elle avait jamais reçu d'un être humain dans sa vie. Il se retourna et courut, non pas loin des lumières derrière eux, non pas vers la mine en dessous, mais de côté le long de la crête, vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle le suivit parce qu'elle n'avait personne d'autre à suivre, parce que le chien d'un homme mort était la seule chose qui se tenait entre elle et l'obscurité, et parce que quelque part dans ces montagnes, le fantôme de sa sœur courait à ses côtés, lui murmurant la seule chose qui importait. « Ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais. » Le premier coup de feu fendit l'air à 6 pouces de l'oreille gauche de Mara. Elle n'entendit pas le second, sentit juste l'écorce exploser d'un tronc d'arbre à 2 pieds devant elle, lui piquant le visage avec des éclats. « Cours !» hurla-t-elle à elle-même, mais ses jambes couraient déjà, suivant déjà la forme sombre de Ranger, alors que le chien dévalait la crête à une vitesse qu'elle ne pouvait égaler. Ses bottes glissèrent sur la roche mouillée. Son genou frappa quelque chose de dur. La douleur lui traversa la cuisse, mais elle ne s'arrêta pas. Ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter signifiait mourir. Mourir signifiait que ces femmes dans la mine ne seraient jamais trouvées. Un troisième coup, large, en colère. Puis une voix derrière elle hurlant à travers les arbres. « Arrête de courir! Tu ne fais que rendre ça plus difficile. » Ranger vira à gauche sans avertissement. 20 yards plus tard, elle comprit pourquoi. Le sol devant elle tombait dans un ravin. Une chute abrupte, invisible dans l'obscurité. Si elle avait continué à courir tout droit, elle serait tombée du bord. Le chien venait de lui sauver la vie de nouveau. Mais le détour lui coûta du temps. Les faisceaux de lampes de poche étaient plus proches maintenant, assez proches pour qu'elle puisse entendre des pas individuels, une respiration individuelle. Là, je la vois. Mara poussa plus fort. Ranger courut à ses côtés, sa respiration lourde maintenant. Sa claudication plus prononcée. L'éclat d'obus dans sa hanche hurlait comme de vieilles blessures hurlent quand on leur en demande trop. Même lui atteignait ses limites. La forêt s'amincit. Un terrain dégagé devant, une prairie, une clairière. Un terrain dégagé signifiait pas de couverture. Elle s'arrêta brusquement à la lisière des arbres. La poitrine haletante, les jambes tremblantes. Derrière elle, les poursuivants se rapprochaient. Devant, rien. « Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle au chien. Je ne sais pas où aller. » Ranger la regarda. Puis il regarda la prairie, puis de nouveau elle. Et il commença à marcher en avant, pas à courir, à marcher, calme, délibéré, dans le terrain dégagé. Ranger, non, reviens. Le chien s'arrêta au bord de la clairière et regarda par-dessus son épaule. Ses yeux ambrés attrapèrent de faibles clairs de lune perçant les nuages. « Fais-moi confiance. » Elle sortit des arbres. Rien ne se passa. Pas de coups de feu, pas de cris, juste le vent et un tonnerre lointain. Puis elle le vit. Au bout de la clairière, une structure, un bâtiment, et à côté, la forme angulaire d'une tour radio, une station de ranger, abandonnée avec une tour de communication. Oh mon Dieu! Une nouvelle poussée d'adrénaline inonda son corps comme de l'électricité. Ranger, tu es un génie. Tu es un génie absolu. Elle courut à toute vitesse à travers la prairie,
le chien égalant sa foulée. Derrière eux, le premier poursuivant sortit de la lisière des arbres et cria de fureur. Mara frappa la porte de la station, verrouillée, rouillée. Elle y claqua son épaule une fois, 2 fois, 3 fois. La porte tint. « Allez! 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 » Rangée fit le tour du bâtiment en courant. Un bruit de verre de l'arrière. Elle suivit le son et trouva une fenêtre brisée. Le chien se tenait à l'intérieur attendant. Elle passa à travers, ignorant le verre qui lui coupait les paumes. Du sang sur ses mains, du sang sur la console, du sang partout. Équipement radio, transmetteur d'urgence, un générateur dans le coin. Elle trouva l'interrupteur principal et le jeta. Rien. De nouveau. Rien. Non. 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 Rangé aboya. Sec. Urgent. Il grattait quelque chose près du générateur, le réservoir de carburant. Vide. Mais, à côté, 2 jerrycans de carburant d'urgence. Mara en attrapa un, le laissa presque tomber avec ses mains ensanglantées, versa du carburant dans le réservoir. Sa main tremblait si fort que du diesel éclaboussa ses bottes, ses jeans, le sol. La porte cliqueta. Quelqu'un essayait de la forcer. Elle attrapa le cordon de démarrage du générateur. Un coup, rien. 2 coups, un tout et un crépitement. La porte craqua. Les charnières hurlèrent. 3e coup. Le générateur rugit à la vie. Les lumières scintillèrent. L'équipement ronronna. Une lumière rouge sur la console radio devint verte. Mara se jeta sur la console et attrapa le microphone. « Mayday! Mayday! Ici la détective Mara Santos, département du shérif du comté. Numéro d'insigne 461. Je suis à l'ancienne station de Ranger sur Miller's Ridge, sous la poursuite de suspects armés. J'ai des preuves d'une opération de trafic d'êtres humains impliquant des forces de l'ordre corrompues. » Répétez, forces de l'ordre corrompues. Mine Black Rock, envoyez tout le monde, s'il vous plaît. Que quelqu'un réponde. Statique, statique sans fin. Puis détective Santos, ici le dispatcher de la police d'État de Virginie. Nous copions votre transmission. Confirmez votre localisation et votre situation. Des larmes brouillèrent sa vision. Station de Ranger de Miller's Ridge. Multiples suspects armés. Victimes détenues à la mine Black Rock. J'ai besoin. La porte s'ouvrit en grand. Un homme se tenait dans l'embrasure. Derrière lui, 2 autres. Armes levées. Éloignez-vous de cette radio. Mara activa le microphone une dernière fois. Mine Black Rock, c'est là qu'il les garde. Mine Black Rock, envoyez tout le monde. Elle relâcha le micro juste au moment où le premier homme traversa la pièce et la jeta au sol. Son visage frappa le béton. Du sang de ses paumes macula le sol. Quelqu'un lui tordit les bras derrière le dos. Des menottes en plastique mordirent ses poignets. Ranger bondit. Les mâchoires du chien se refermèrent autour de l'avant-bras de l'homme le plus proche. Et l'homme hurla, un son animal brut qui remplit la station comme une sirène. Le 2e homme balança son fusil vers Ranger. « Non! » hurla Mara. « Ne lui fais pas de mal. Ranger, lâche, lâche! » Le chien tint bon. Ses yeux ambrés brûlaient d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Chaque instinct, chaque année d'entraînement, chaque mission en Afghanistan lui disant de protéger. Lâche. Ranger ouvrit ses mâchoires. L'homme trébucha en arrière, serrant son bras. Du sang s'infiltra entre ses doigts. « Foutez ce chien dehors » ordonna quelqu'un. « Attachez-le ou abattez-le. Touche-le et je te tuerai. » La voix de Mara vint du sol, brisée et désespérée et absolument certaine. « Je jure devant Dieu, touche-le et rien au monde ne m'arrêtera. » Des bottes sur le sol, une nouvelle présence dans la pièce, plus lente que les autres, plus contrôlée. Le capitaine Dale Harding passa sur elle. Son visage était calme. Ses yeux étaient vides. « Détective Santos, vous nous avez causé des problèmes considérables ce soir. »« Bien,
Harding s'accroupit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher, quelque chose qui n'appartenait pas au salaire d'un capitaine de shérif. La transmission que vous avez envoyée sera interceptée et enterrée. Le dispatcher de la police d'État qui a pris votre appel est avec nous depuis 4 ans. L'estomac de Mara se tordit, mais elle garda son visage impassible. Vous ne pouvez pas tout arrêter. Les preuves sont là. Quelle preuve? Harding tira quelque chose de sa poche, son téléphone. Il l'avait pris pendant qu'elle était immobilisée. Il le tint dans l'air, puis le laissa tomber sur le béton et l'écrasa sous son talon. L'écran se brisa. L'étui se fendit. Le boîtier étanche s'ouvrit comme une promesse brisée. Tout ce pourquoi elle s'était battue. Chaque photographie, chaque page du registre détruite en un seul pas. Non. Le mot sortit petit, éviscéré. « Où est Beckett? » demanda Harding. « Mort. L'accident l'a tué. » Intéressant, parce que nous avons trouvé du sang à la cabane, mais pas de corps. Et le camion de Sutton est manquant. Harding se pencha plus près. « Où sont-ils, Mara? »« Je ne sais pas. Je pense que vous savez. »« Je ne sais pas. » Harding soupira et se leva. « Nous n'avons pas le temps pour ça. L'opération est compromise. Nous déplaçons tout le monde ce soir. » Il se tourna vers ses hommes. « Emmenez-la à la mine. Mettez-la avec le reste. Et puis, quand nous aurons fini de charger, nous scellerons le puits. » Le sang de Mara se glaça. « Vous ne pouvez pas. Je peux faire ce que je veux. » Harding se détourna. C'est ce que signifie le pouvoir détective. Je pensais que vous auriez appris cela maintenant. Il fit une pause à la porte, se retourna. Quelque chose changea dans son visage. Pas de culpabilité, pas de remords, mais une sorte spécifique de cruauté qui vient d'un homme qui veut que vous sachiez exactement qui il est. « Votre sœur, » dit Harding. La pièce s'arrêta. Lucia, c'était son nom, n'est-ce pas? Jolie fille, travaillait au diner sur la route 29. Mara ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas bouger. Les menottes en plastique lui coupaient les poignets, mais elle ne sentait rien. Rien sauf le son de ce nom dans la bouche de cet homme. Elle était ma première, dit Harding. J'étais négligent à l'époque, j'ai laissé des preuves. Mais j'ai appris. Il sourit. J'ai appris que la seule façon de construire quelque chose de durable est d'éliminer tous ceux qui s'approchent trop de la vérité. Vous, la voix de Mara était un murmure. Puis ce ne l'était plus. Vous l'avez tuée. Vous avez tué ma sœur. Elle s'est battue comme vous. C'est là que la ressemblance s'arrête. Vous êtes toujours en vie pour l'instant. Il la traînait en dehors. Ranger était introuvable. Dans le chaos, le chien s'était échappé par la fenêtre brisée. Elle pria qu'il l'ait fait. Elle pria qu'il survive, même si elle ne le faisait pas. Ils la jetèrent dans le van sans fenêtre. La porte se referma. L'obscurité l'engloutit entièrement. 9 miles au sud-ouest, Grant Sutton et Tom Beckett traversèrent le canyon de Miller. L'adjoint luttait. Sa respiration venait par halètements saccadés. 2 fois Grant le rattrapa quand ses jambes fléchirent. « Nous devons nous arrêter, » haletait Beckett. « Nous ne pouvons pas. 5 minutes. Chaque minute où nous nous arrêtons est une minute que Mara n'a pas. » Beckett attrapa le bras de Grant. « Si je m'effondre ici, vous devrez me laisser. Est-ce que ce que vous voulez? » Grant regarda l'homme, pâle, bandage ensanglanté, yeux perdant leur concentration. « 3 minutes. Asseyez-vous. Buvez de l'eau. » Beckett s'affala sur un rocher. Ses mains tremblèrent alors qu'il levait la bouteille d'eau. « Parlez-moi de la sœur de Mara, » dit Grant. Beckett leva les yeux, surpris. « Quoi, Lucia? Qu'est-ce qui s'est passé? 18 ans, travaillait dans un diner près de l'autoroute. Une nuit, elle n'est pas rentrée. Pas de témoins, pas de pistes, pas de cœur. Il y a 6 ans, Mara était à l'université. Elle a vu ses parents s'effondrer, a vu la police abandonnée après 10 jours. » Beckett secoua la tête. Quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là. Et quelque chose d'autre s'est forgé. C'est pourquoi elle a pris cette affaire. Elle ne l'a pas prise. Elle l'a créée.
La première disparition a eu lieu il y a 14 mois. Une serveuse d'un arrêt de camion. Personne ne s'en est soucié. Mais Mara a remarqué, a commencé à relier les points. Personne d'autre ne regardait les jeunes femmes, les femmes vulnérables, toutes dans un rayon de 150 miles, et le département l'a fait taire. Pire, ils lui ont dit de laisser tomber, on dit qu'elle gaspillait des ressources sur des fugueuses. La mâchoire de Beckett se serra. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Au lieu de cela, j'ai gardé la tête basse comme un bon soldat. Vous ne gardez pas la tête basse maintenant. Non, je ne le fais pas. La radio portable de Grant crépita. Inutile pour la transmission avec un brouillard actif, mais elle recevait toujours. Et ce qui passa figea les deux hommes là où ils se tenaient. La voix de Mara, fine, désespérée, coupant le statique comme une lame. « Mine Blackrock, envoyez tout le monde, s'il vous plaît. » Puis rien. La transmission coupa en pleine phrase. Le visage de Beckett devint gris. Ils l'ont eu. Grant ne répondit pas. Il fixa la radio. Le silence qui en venait était le son le plus fort qu'il ait entendu depuis la série. « Elle a fait passer le message, » dit Grant. « Enfin, la police d'État répondra, mais cela prendra du temps. 1 heure, peut-être plus. Nous n'avons pas 1 heure. Non, nous ne l'avons pas. » Ils se déplacèrent plus vite maintenant. La douleur n'avait pas d'importance. L'épuisement n'avait pas d'importance. Le canyon s'ouvrit sur une vallée plus large et ils purent voir la mine depuis la crête au-dessus. Véhicules, hommes armés, activités frénétiques, des boîtes chargées, des preuves détruites. « Ils courent, » dit Beckett. « Non. » Grant désigna un van qui venait d'arriver. « Ils ne courent pas. Ils nettoient ce van. Regardez. » 2 hommes tirèrent une silhouette du van. Petite, cheveux foncés, mains liées. Mara. Jésus-Christ. Beckett respira. Il la mettait à l'intérieur de la mine avec les victimes. Et puis Harding a dit qu'il scellerait le puits. S'il enterre cette mine, il enterre tout. Les femmes, les preuves, Mara. Beckett attrapa l'épaule de Grant. Nous y allons tout de suite. Grant étudia le plan en dessous. 4 gardes visibles, peut-être 5, concentrés sur le chargement, pas sur le périmètre. Un camion-citerne garé à côté du bâtiment principal. Il y en a trop pour un assaut direct. Alors quoi? Nous n'avons pas besoin de gagner. Nous avons juste besoin de retarder, de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police d'État. Grant désigna le camion-citerne. Vous voyez ça? Les yeux de Beckett s'écarquillèrent. C'est fou. Probablement. Grant descendait déjà la pente. Vous faites le tour de l'entrée de la mine. Il y a un vieux tunnel de ventilation à 50 yards à l'est. Grille rouillée, passage étroit. Entrez. Trouvez Mara. Sortez les femmes. Qu'est-ce que vous allez faire? Créer une distraction. Sutton. Beckett attrapa son bras. Si cela tourne mal, alors cela tourne mal. Mais ces femmes sortent de cette mine. C'est la seule chose qui compte ce soir. Grant fondit dans l'obscurité. Beckett le regarda disparaître, puis commença sa propre descente vers la mine, priant à chaque pas que l'aide arrive avant que Harding ne les enterre tous sous 1 million de tonnes de montagne. À l'intérieur de la mine, ils jetèrent Mara dans une chambre creusée dans la roche. Elle frappa le sol durement. Les menottes en plastique lui déchiraient les poignets. L'obscurité pressait contre ses yeux comme un poids physique. Puis elle entendit des respirations, pas les siennes. Plusieurs personnes. Qui est là? Une voix. Féminine, jeune, terrifiée. Je m'appelle Mara Santos. Je suis détective. Sa voix trembla. Elle la stabilisa. Je suis ici pour vous aider. Nous aider. Un rire amer. Assez attaché comme nous le sommes. Combien êtes-vous? Une pause. Puis de la première voix. Neuf. Je m'appelle Anna. Anna, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai envoyé un message. De l'aide arrive. On nous a déjà dit ça. Une voix différente, plus âgée, épuisée. Personne ne vient. Je suis venu. Mara se força à s'asseoir droite. Je suis venu parce que 8 femmes ont disparu et personne ne les a cherchées. J'ai cherché et je vous ai trouvé.
Silence. Puis de quelque part à l'arrière de la chambre, la plus petite voix qu'elle ait jamais entendue. Rentrons-nous à la maison? Mara ferma les yeux. La voix appartenait à une fille, une enfant, 17 ans au plus. Comment t'appelles-tu? Demanda Mara. Jennifer? Oui, Jennifer, vous rentrez à la maison. Mara travailla ses menottes en plastique contre un bord rugueux de roche derrière elle. Le plastique lui coupa les poignets, faisant couler du sang. Elle sentait qu'il s'affaiblissait. Ils ont dit qu'ils scellaient la mine, murmura Anna. Ils vont nous enterrer. Ils vont essayer. Mara sentit la menotte en plastique s'étirer presque. Mais je ne suis pas venu si loin pour mourir dans l'obscurité. Et vous non plus. Le lien se brisa. Ses mains se libérèrent. La douleur explosa à travers ses doigts alors que le sang affluait. Elle se déplaça dans l'obscurité, se frayant un chemin vers les autres femmes. Une par une, elle les libéra. 9 paires de mains, 9 cœurs battants, 9 raisons de rester en vie. Restez ensemble, dit Mara. Restez silencieuse. Suivez-moi. Comment? Nous ne voyons rien. Un son provenant de l'extérieur de la porte de la chambre. Pas humain. Un grattement, un gémissement, puis un aboiement sec, contrôlé, incomparable. Ranger, Mara faillit s'effondrer. Oh mon Dieu, il nous a trouvés! Les griffes du chien grattèrent à la porte. Son aboiement revint, urgent, insistant. L'aboiement d'un chien de travail qui avait localisé sa cible et ne partirait pas avant que la mission ne soit accomplie. Ranger, bon garçon, nous sommes là. Un nouveau son, lourd et métallique. Quelqu'un travaillait sur la porte de l'extérieur. La serrure cliqueta. La porte s'ouvrit en grand. Un faisceau de lampes de poche. Derrière lui, un visage qu'elle avait prié de voir. Tom Beckett se tenait dans ce tunnel, trempé de sang, chancelant, à peine debout, mais vivant. Et derrière lui, 85 livres de berger allemand frappèrent Mara comme un missile. Les pattes de Ranger sur sa poitrine, son visage contre le sien, sa queue battant l'air. « Il est venu à moi à l'extérieur de la mine », dit Beckett d'une voix rauque. « Il m'a mené droit à vous. Je pense qu'il vous suit depuis la station de Ranger. » Mara enfouit son visage dans la fourrure de Ranger, larmes et sang et saleté. Elle tint bon. « Nous devons bouger, dit Beckett. Sutton crée une distraction. Nous avons peut-être 5 minutes avant. » Une explosion secoua la mine. Les murs tremblèrent. De la poussière tomba du plafond. Les femmes hurlèrent. « Ce serait la distraction, dit Beckett. Bougez maintenant. Tout le monde dehors. » Mara se leva, Ranger à ses côtés, 9 femmes derrière elle, se déplaçant à travers le tunnel vers la faible odeur d'air frais et le son croissant des sirènes, lointain mais réel, se rapprochant, devenant plus fort. À l'entrée de la mine, Harding se tenait dans la lumière du camion-citerne en feu, son empire s'effondrant autour de lui, ses hommes dispersés, ses véhicules bloqués, ses preuves brûlant, et marchant vers lui à travers la fumée. Grant Sutton, en Nord-Ukamo, noirci de suie, couteau de chasse dans une main, les yeux d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à finir. « C'est fini, » dit Grant. Harding tira son arme. « Rien n'est fini. Cette opération est plus grande que... » Mara émergea de la mine. 9 femmes derrière elle, Ranger à ses côtés. Le nom de ma sœur était Lucia. La voix de Mara coupa le chaos comme une lame. « Vous nous l'avez prise il y a 6 ans, et j'ai passé chaque jour depuis à attendre ce moment. » Des lumières rouges et bleues inondèrent la vallée. Des hélicoptères tonnèrent au-dessus. La police d'État, les vrais, les honnêtes. Quelqu'un avait entendu son message après tout. L'âme de Harding s'abaissa. Pas par choix, par gravité. Le poids de tout ce qu'il avait construit, de tout ce qu'il avait détruit, pressant sur ses bras jusqu'à ce qu'il n'aime plus rien. Ils le prirent menotté. Il ne lutta pas, ne parla pas. L'architecte d'un empire de souffrance, faisant enfin face à la seule chose qu'il avait passé 7 ans à éviter, la vérité.
Mara s'agenouilla à l'entrée de la mine. L'adrénaline s'estompait, la douleur s'écrasait. Tout ce qu'elle avait enduré au cours des 12 dernières heures s'abattait sur elle en même temps. Ranger pressa sa tête contre son épaule. Non commandé, non entraîné, juste là. La façon dont il avait été là depuis le moment où Grant avait dit d'y aller, et le chien l'avait choisi sans hésitation. « Merci » murmura-t-elle dans sa fourrure. « Merci de m'avoir trouvé. » Sa queue bougea une fois, lente, certaine. Quelque part au-dessus des montagnes, la première lumière pâle de l'aube toucha le ciel. La plus longue nuit de la vie de Mara Santos prenait fin. Mais la chose qu'elle portait depuis 6 ans, la pierre dans sa poitrine avec le nom de sa sœur gravé dessus, commençait tout juste à se fissurer. Et à travers la fissure, quelque chose grandissait. Pas de clôture, pas de paix, quelque chose de plus féroce. L'hélicoptère souleva Mara de l'entrée de la mine alors que la première vraie lumière du soleil se levait sur les montagnes. Le personnel médical travailla sur ses mains, posant des questions qu'elle ne pouvait pas traiter, lui éclairant les yeux sur lesquels elle ne pouvait pas se concentrer. Tout ce qu'elle pouvait voir était Ranger debout en dessous, Grant tenant le collier du chien, tous deux regardant les hélicoptères s'élever. Même à cette distance, même à travers le flou de l'épuisement et des larmes, elle pouvait voir le chien s'efforcer de la rejoindre comme si la mission n'était pas finie, comme s'il avait décidé qu'elle était à lui de protéger. Et aucun hélicoptère, aucune altitude, aucune distance ne changerait cela. « Nous avons 9 survivants », dit quelqu'un dans une radio à côté d'elle. Blessures multiples, déshydratation sévère, traumatisme psychologique. Nous avons besoin de chaque unité disponible à l'hôpital général du comté. 9. Mara ferma les yeux. 9 femmes qui verraient un autre lever de soleil parce qu'elles n'avaient pas arrêté de courir. 9 femmes qui rentreraient chez elles, mais pas Lucia. Jamais Lucia. Détective Santos. Un ambulancier se pencha sur elle. « Vous m'entendez? Nous vous emmenons à l'hôpital. Les autres, elle le réussit. Les femmes de la mine, elles sont évacuées. » Tout le monde s'en sort, et Harding. L'ambulancier hésita en garde à vue. La police d'État là. Mara laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis 6 ans. Ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à la première fissure dans un mur qu'elle avait construit autour d'elle le jour où Lucia avait disparu. À l'hôpital général du comté, la salle d'urgence éclata en un chaos contrôlé. Les ambulances arrivèrent par vagues. Médecins et infirmières se déplacèrent avec une précision urgente, triant les patients, appelant des spécialistes. Mara refusa le traitement jusqu'à ce qu'elle ait vu chaque femme amenée en toute sécurité. « Madame, vous avez besoin de pointes de suture. Vos mains après qu'elles soient toutes là. » Elle se tenait dans le couloir enveloppée dans une couverture de choc, regardant les brancards passer. Anna, Jennifer, Teresa, Maria. Elle compta chaque visage, les associant aux voix qu'elle avait entendues dans l'obscurité de cette cellule. Les femmes qui lui avaient fait confiance quand elle avait dit « de l'aide arrivait ». 8. Où était la 9e? Une agitation à l'entrée et des cris. Puis Tom Beckett apparut, soutenu par 2 ambulanciers luttant pour rester conscient. Son visage était gris. Son bandage avait de nouveau été trempé, mais ses yeux trouvèrent les siens immédiatement. Tom. Mara poussa à travers le personnel médical et attrapa sa main. Un faible sourire traversa son visage meurtri. « Vous avez réussi. Vous êtes venu après moi. Vous êtes venu dans cette mine. Je vous avais dit que les partenaires n'abandonnent pas les partenaires. » Ses yeux roulèrent en arrière. Les machines hurlèrent. Le personnel médical l'envahit, poussant Mara de côté. Il s'effondre. « Sortez-la d'ici. Non. » Tom. De fortes mains la tirèrent du brancard. Elle lutta, mais elle n'avait plus rien. Ses jambes lâchèrent. Quelqu'un la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Facile. « Je vous tiens, Marcus. »« Non, Grant. » Elle reconnut sa voix avant de voir son visage. Il la baissa sur une chaise. Son camouflage NWU était noirci de suie.
des coupures sur ses avant-bras, mais stable, inébranlable. Ils le perdent, sanglota-t-elle. Il est venu me sauver et maintenant il se bat. C'est ce qu'il fait. C'est ce que vous faites tous. Mara le regarda. Cet étranger qui avait tout risqué pour des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, qui était entré dans une zone de guerre parce que 2 flics désespérés avaient frappé à sa porte à minuit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi nous avez-vous aidés ?» Grant resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait un poids qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Pas de la tristesse exactement. Quelque chose de plus vieux, quelque chose qui avait été porté très longtemps. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon équipe en Syrie. 4 hommes, mes frères. Nous opérions sur des renseignements fournis par un officier de liaison de l'armée. Les renseignements étaient compromis. Nous sommes tombés dans une embuscade. Il fait une pause. Mon observateur, Noah Hale, officier subalterne en chef, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Ils l'ont capturé. Je n'ai pas pu l'atteindre à temps. Ils l'ont exécuté alors que j'étais à 50 yards. Le souffle de Mara s'arrêta. Je suis venu dans ces montagnes pour disparaître, pour cesser d'être la personne qui a survécu quand tous les autres sont morts. Pendant 3 ans, cette herbane a été un cercueil que je construisais autour de moi. Puis vous avez frappé à ma porte et j'ai réalisé quelque chose que j'avais fui. Survivre ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. La seule chose qui lui donne un sens est ce que vous faites du temps qui vous est donné. Un médecin sortit de la salle de traumatologie. Mara se leva d'un bond. Adjoint Beckett, le visage du médecin était impossible à lire. Il est stable. Nous avons arrêté l'hémorragie interne. Le traumatisme crânien est important, mais il est conscient. Puis-je le voir? 5 minutes. Il a besoin de repos. Elle trouva Tom dans une chambre privée entourée de machines et de tubes. Sa tête était enveloppée de bandages frais. Son visage, elle était pâle comme les draps, mais ses yeux étaient ouverts et ils la trouvèrent immédiatement. « Salut, partenaire. » Mara lui prit de la main. Les larmes vinrent et elle n'essaya pas de les arrêter. N'aurait pas pu même si elle l'avait voulu. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Poste de promesse. Il essaya le sourire, grimaça. Les avons-nous eus, les femmes? Toutes les 9. Elles sont en sécurité et Harding en garde à vue. Police d'État, les vrais. Beckett ferma les yeux. Quand il les ouvrit, ils brillèrent d'une chose qu'elle n'avait jamais vue en 24 ans à connaître cet homme. Vulnérabilité, brute et sans défense. Mara, il y a quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Tom, tu n'es pas obligé. Oui, je le suis. Il lui serra faiblement la main, mais avec tout ce qu'il avait. Quand vous êtes venu me voir avec cette affaire, je pensais que vous chassiez des fantômes. Je pensais que la disparition de Lucia vous avait fait voir des motifs qui n'étaient pas là. J'ai failli vous arrêter. Mais vous ne l'avez pas fait parce que j'ai vu à quel point vous vous battiez, à quel point vous croyiez. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de voir une sœur en deuil et j'ai commencé à voir la meilleure détective avec qui j'ai jamais travaillé. Tom, vous avez sauvé ces femmes ce soir. Vous avez exposé un réseau qui opérait depuis 7 ans. Vous avez fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Je ne l'ai pas fait seul. Non, mais vous l'avez commencé. Vous n'avez jamais abandonné. Il fit une pause, reprenant des forces. Votre sœur serait fière de vous, Mara. Je sais que je le suis. Elle se pencha et pressa son front contre son épaule. Des années de chagrin, des années de lutte, des années de refus de laisser Lucia devenir juste un autre nom oublié dans un dossier classé sans suite. Tout se déversa dans cette pièce stérile, avec les machines qui bipaient et les lumières fluorescentes qui ronronnaient au-dessus. La main de Beckett se posa sur ses cheveux, stable, douce, comme la main d'un père se pose. « Repose-toi maintenant, murmura-t-il. Nous avons le temps. » L'enquête qui suivit secoua les forces de l'ordre de Virginie jusqu'à leur fondement. L'arrestation de Harding fut le début, pas la fin. Les preuves récupérées de la mine Black Rock révélèrent un réseau s'étendant sur 3 États. 12 officiers de 4 agences furent impliqués. Relevés bancaires, manifestes d'expédition, journaux de communication,
Les photographies de Mara, celles que Harding avait détruites en écrasant son téléphone, avaient été sauvegardées automatiquement sur un serveur cloud qu'elle avait configuré des mois auparavant. Une précaution née de la paranoïa d'une femme qui ne faisait confiance à personne. Harding ne le savait jamais. Aucun d'eux ne le savait. Le FBI prit le relais dans les 48 heures. Mara passa la semaine suivante en entretien interminable, fournissant des témoignages, identifiant des suspects, guidant les agents fédéraux à travers chaque détail de l'opération qu'elle avait découverte. Le 8e jour, un agent nommé Patterson lui apporta la nouvelle qu'elle attendait depuis ses 22 ans. Il vint dans sa chambre d'hôpital. Elle avait finalement accepté un traitement pour les lacérations sur ses mains et s'assit à côté de son lit avec un dossier. Nous avons récupéré des restes d'un site secondaire que Harding a identifié lors de l'interrogatoire. Les dossiers dentaires ont confirmé l'identité ce matin. Mara fixa le dossier. Elle ne le prit pas. Elle est vraiment partie. Oui, je suis désolé. 6 ans. 6 ans de recherche, d'espoir, de refus d'accepter ce que tout le monde avait déjà conclu. Et maintenant, enfin, la vérité. Ou une propriété dans les montagnes, isolée. Harding l'a utilisée au début avant que l'opération ne se développe. Patterson fit une pause. Elle n'était pas seule. Nous avons trouvé 3 autres victimes sur le même site. Leurs familles sont informées. 3 autres Lucia avec des familles qui avaient passé des années à se demander. Merci, dit Mara, de me l'avoir dit vous-même. Patterson hocha la tête et se tint à la porte. Il se retourna. Détective Santos, je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup d'affaires s'effondrer parce que les gens ont abandonné trop tôt. Ce que vous avez fait en poursuivant cette enquête alors que tout le monde vous disait d'arrêter, c'est la raison pour laquelle 9 femmes sont en vie aujourd'hui. N'oubliez pas cela. Il partit. Mara s'assit avec un dossier, ne l'ouvrit pas, n'avait pas besoin de le faire. Elle savait déjà tout ce qu'il contenait. Elle le savait depuis le moment où Harding avait prononcé le nom de Lucia dans cette station de Rancho. La certitude pour laquelle elle s'était battue pendant 6 ans était arrivée, et elle était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. La porte s'ouvrit. Pas une infirmière, pas un médecin. Grant Sutton entra, toujours dans le même camouflage NBBU, bien que quelqu'un lui ait donné une chemise propre en dessous. Il portait 2 tasses de café de la cafétéria de l'hôpital et en posa une sur sa table de chevet sans demander si elle en voulait. Ranger le suivit. Le chien se déplaça sur le côté du lit de Mara, posa sa tête sur le matelas à côté de sa main et exhala comme s'il avait retenu son souffle depuis l'hélicoptère. Mara regarda le chien, puis le dossier, puis Grant. Ils ont trouvé Lucia. J'ai entendu dire qu'elle était partie tout ce temps, 6 ans sous terre pendant que je rédigeais des rapports et passais des appels téléphoniques et croyais qu'elle pouvait encore être vivante quelque part. Vous ne croyez pas ça. Mara le regarda. Quoi? Vous ne croyez pas qu'elle était vivante. Vous saviez quelque part à l'intérieur. Vous saviez depuis le début, mais vous avez continué quand même. Non pas parce que vous pensiez la trouver vivante, mais parce que vous ne pouviez pas vivre avec l'idée que personne ne la cherchait. Les mots la frappèrent à un endroit qu'elle n'avait jamais laissé personne atteindre. L'endroit qu'elle avait muré. L'endroit où Lucia vivait, non pas comme un souvenir, mais comme une blessure. Comment savez-vous cela? Parce que je porte un carnet dans ma poche de poitrine avec les notes de la dernière mission de mon observateur. Je l'ai depuis 5 ans. Jamais ouvert. Ne peux pas le jeter. Grant s'assit sur la chaise en plastique à côté de son lit. Nous ne portons pas les morts parce que nous pensons pouvoir les ramener. Nous les portons parce que les déposer donne l'impression de les abandonner. Et nous ne sommes pas faits pour ça. La main de Mara trouva la tête de Ranger sur le matelas. La fourrure du chien était chaude, réelle, présente. Il se pencha sous son toucher sans ouvrir les yeux. Lucia aimait les chiens, dit Mara. Elle aurait aimé Ranger. La queue de Ranger bougea une fois, lentement. Il vous a choisi, dit Grant. Quoi?
Quand je lui ai dit d'aller avec vous à la cabane, je lui ai donné un ordre. Garde, escorte. Cet ordre a une durée. Quand l'escorte atteint la sécurité, le chien retourne au maître chien. Protocole standard. Mara fronça les sourcils. Il ne m'a jamais quitté. Non, il ne l'a pas fait. Parce que quelque part entre la cabane et la mine, Ranger a pris sa propre décision. Il a cessé de suivre un ordre et a commencé à vous suivre. Mara regarda le chien. Ses yeux ambrés s'ouvrirent, rencontrèrent les siens, se tinrent. Les chiens ne font pas ça, dit Grant doucement. Pas les chiens de travail militaire, pas les chiens avec l'entraînement des Rangers. Ils suivent les ordres parce que les ordres sont une structure. La structure est la sécurité. Mais de temps en temps, une fois dans très longtemps, un chien rencontre quelqu'un et décide que la personne compte plus que le protocole. Il a décidé ça de moi. Il a décidé que vous étiez sa mission. Et Ranger n'abandonne pas les missions. La gorge de Mara se serra. Elle gratta derrière les oreilles du chien. Ranger pressa sa tête plus fort contre sa main, les yeux se fermant de nouveau. Un son venant de sa poitrine qui n'était pas tout à fait un grognement et pas tout à fait un ronronnement, mais quelque chose entre les deux. Le son d'un animal qui avait trouvé ce qu'il cherchait. Grant. Mara ne leva pas les yeux du chien. Ce matin, quand nous examinions les communications saisies de Harding, le FBI a tiré quelque chose. J'ai besoin que vous voyiez. Quoi? Un dossier. Opération Tempête de sable. Il fait référence à une opération de renseignement compromise en Syrie. Un officier de liaison de l'armée a vendu des données de ciblage à des forces hostiles. 4 opérateurs américains ont été tués. Un a été capturé et exécuté. Grant ne bougea pas, ne respira pas. La tasse de café dans sa main resta immobile. L'officier de liaison de l'armée, dit Mara avec précaution, celui qui a vendu les renseignements qui ont fait tomber votre équipe dans une embuscade. Celui qui a fait tuer Noah Hale. Ne faites pas, c'était Harding. Le silence qui suivit fut la chose la plus forte que Mara ait jamais entendue. Plus fort que des coups de feu, plus fort que l'explosion de la mine, plus fort que la voix de Harding disant « Votre sœur était ma première ». Grant posa le café. Sa main était stable. Son visage était de pierre. Mais derrière ses yeux, quelque chose se passait. Un changement tectonique, un réalignement de chaque morceau de chagrin et de culpabilité et de rage qu'il avait porté pendant 5 ans. Tout cela se mettait en place autour d'un seul nom. Dale Harding. L'homme qui a tué Lucia Santos était le même homme qui a tué Noah Hale. Il ne dirigeait pas seulement un réseau de trafic. Mara dit qu'il vendait des renseignements à l'étranger, utilisant les tunnels miniers pour déplacer des données, de l'équipement, des personnes, tout ce que quelqu'un paierait. Le trafic était la machine à sous. Le renseignement était la vraie opération. Grant se leva, marcha vers la fenêtre, se tint dos à elle. Ses épaules étaient rigides, ses mains à plat contre ses cuisses. La posture d'un homme exerçant chaque once de discipline qu'il possédait pour se garder dans la pièce au lieu de sortir par la porte et de descendre le couloir et d'entrer dans n'importe quelle cellule qui retenait l'homme qui avait détruit sa vie. « Grant, j'ai besoin d'1 minute. » Ranger leva la tête du lit de Mara, regarda Grant. Le chien connaissait cette posture. Il l'avait vu dans la cabane à 3 heures du matin quand Grant était assis dans l'obscurité et ne bougeait pas pendant des heures. Le chien se leva et marcha aux côtés de Grant, se pressa contre sa jambe, non commandé, non entraîné, juste présent. La main de Grant tomba sur la tête de Ranger. Ses doigts passèrent dans la fourrure familière, la seule chose qui l'avait maintenu attaché pendant 5 ans. Noah a écrit quelque chose dans son carnet, dit Grant. Sa voix était rauque, à peine au-dessus d'un murmure. La nuit avant la mission. Je ne l'ai jamais lu. Je n'ai pas pu. Mais le FBI l'a transcrit dans le cadre de la révision des preuves. Ils me l'ont montré il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'il disait?
Quelque chose ne va pas avec les renseignements. Vérifie l'officier de liaison de l'armée. Je ne lui fais pas confiance. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Il savait. Grant dit que personne ne savait. Et il laisse moi avant de pouvoir le dire à quiconque. Mara regarda le dos de Grant, les épaules rigides, la respiration contrôlée, la guerre entre la rage et la discipline se déroulant dans les muscles d'un homme qui avait été entraîné à canaliser la destruction et choisissait en ce moment de ne pas le faire. Le FBI forme une équipe spéciale d'Imara, des réseaux de trafic multi-États. Ils veulent des gens avec des compétences spécifiques. Renseignements d'origine électromagnétique, contre-surveillance, opération à distance. Grant ne se retourna pas. Ils vous veulent, Grant, et ils veulent un ranger. Je suis venu dans ces montagnes pour disparaître. Je sais. Je me suis dit que j'avais fini de me battre. Je sais ça aussi. Silence. Ranger regarda Grant, puis de nouveau Mara. Les yeux du chien se déplaçaient entre eux comme s'ils lisaient une conversation qui se déroulait sous les mots. Harding a dit quelque chose dans la mine. Grant dit qu'il a dit que cette opération est plus grande qu'une mine, plus grande qu'un État. Il a dit « Tuez-le et 10 autres prendront sa place. Alors nous les prenons tous. » Grant se tourna. Son visage avait changé. La pierre était toujours là, mais en dessous quelque chose brûlait. Pas de la colère, quelque chose de plus contrôlé, de plus dangereux, de plus utile. Un but. Noah méritait mieux qu'un dossier froid et un carnet non lu. Oui, il l'a fait. Lucia méritait mieux qu'une tombe peu profonde sur une montagne qu'elle n'avait jamais vue. Oui, et les femmes que nous n'avons pas encore trouvées, celles encore dans l'obscurité, encore en attente, elles méritent quelqu'un qui ne cessera pas de chercher. Mara tint son regard. Est-ce un oui? Grant regarda Ranger. La queue du chien bougea une fois, lentement, délibérément. Le vote d'un animal qui avait passé 5 ans à regarder son maître disparaître dans le chagrin et était prêt, enfin complètement prêt, à ce que l'homme revienne. C'est un oui. Le téléphone de Mara vibra. Un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'ouvrit. Une ligne. C'est le sergent Ray Dominguez. Je sais où sont les autres sites. 3 de plus. Virginie occidentale, Tennessee. Je vous dirai tout, mais seulement à vous. Pas le FB. Oui, pas encore. Rencontrez-moi. Elle montra l'écran à Grant. Ses yeux se plissèrent. L'homme de main de Harding. Il veut changer de camp. Ou il veut finir ce que Harding a commencé. Une seule façon de le savoir. Grant regarda le téléphone. Mara. Ranger, qui était revenu au chevet de Mara, et posait sa tête sur sa main comme s'il le faisait depuis des années, au lieu d'heures. Quand? Demanda Grant. Ce soir, alors nous ferions mieux de bouger, tous les deux. Mara balança ses jambes hors du lit, se leva. Ses mains étaient bandées, son corps hurlait, mais ses yeux étaient clairs. Grant, une dernière chose. Quoi? Ranger reste avec moi. Grant regarda le chien. Le chien regarda Grant. Quelque chose passa entre eux. Pas un ordre, pas une négociation, mais une compréhension. Le genre qui existe entre deux âmes qui ont traversé suffisamment de choses ensemble pour savoir quand la mission a changé. Il a déjà choisi, dit Grant. Je ne fais que respecter sa décision. La queue de Ranger frappa le sol une fois. Finale, et pour la première fois depuis ses 22 ans, Mara Santos sentit quelque chose qu'elle avait oublié exister. Pas la sécurité, pas l'espoir, quelque chose de plus fragile et de plus puissant que l'un ou l'autre. Elle sentit qu'elle n'était fort que toute seule. Dominguez choisit un diner sur la route 11, au milieu de nulle part, 2 sorties, parking visible de chaque fenêtre. Le genre d'endroit qu'un homme choisit quand il n'est pas sûr s'il entre dans le salut ou dans une balle. Mara arriva la première. Grant resta dans le camion de l'autre côté de la route, moteur tournant, scanner surveillant les fréquences locales. Ranger était assis sur le siège passager, les oreilles en avant,
observant l'entrée du dîner avec une immobilité concentrée d'un chien qui avait appris que les restaurants ne signifiaient rien de bon. « Si quelque chose tourne mal, dit Grant par l'oreillette, vous dites le mot et je suis à travers cette porte en 8 secondes. Copie. » Mara poussa la porte d'entrée du dîner. Une clochette tinta au-dessus. 3 banquettes occupées. Aucune d'elles n'était Dominguez. Elle prit la banquette la plus éloignée de la porte, dos au mur, et commanda un café qu'elle ne boirait pas. 4 minutes passèrent. 5, 6. La clochette tinta de nouveau. Le sergent Ray Dominguez entra comme un homme portant une bombe qu'il ne pouvait pas poser. Hispanique, musclé, coupe en brosse. Mais ses yeux semblaient ne pas s'être fermés depuis des jours. Cernes sombres, bords rouges, le visage d'un homme qui se mangeait vivant de l'intérieur. Il se glissa sur la banquette en face d'elle. Ne commanda pas, ne parla pas, juste s'assit là, les mains à plat sur la table où elle pouvait les voir, fixant le formica comme s'il détenait les réponses à des questions qu'il avait peur de poser. « Il voulait parler, dit Mara. « Parler. Je ne savais rien du trafic. Pas au début. C'est ce qu'ils disent tous. Je sais ce que ça donne. La mâchoire de Dominguez travailla. Il y a 3 ans, j'ai tué un suspect lors d'une arrestation. C'était un tir propre, ou ça aurait dû l'être, mais les affaires internes me surveillaient déjà pour autre chose. Harding a fait disparaître ça, et puis il me possédait. Alors, vous avez suivi les ordres? J'ai suivi les ordres. La voix de Dominguez se brisa. Je me suis dit que ce n'était que de l'argent, juste déplacer des boîtes, juste conduire des véhicules vers des endroits sur lesquels je ne posais pas de questions. Puis une nuit, j'ai entendu des pleurs venant de l'intérieur de la mine. Des voix de femmes et j'ai su. Mais vous avez continué. Oui. Pourquoi? Parce que Harding avait la fusillade sur bande, un angle différent, un qui faisait ressembler ça à un meurtre. Il me l'a montré et a dit, « Si jamais je sortais des clous, cette bande irait au FBI et ma femme devrait expliquer à nos 2 filles pourquoi papa allait en prison pour le reste de sa vie. » Mara étudia son visage, cherchant le mensonge, cherchant le piège. « Vous avez regardé des femmes se faire mettre en cage, dit-elle. Vous avez aidé. Je sais, et je porterai ça jusqu'à ma mort. » Dominguez fouilla dans sa veste. La main de Mara se porta à son arme. Il se figea. « Clé USB, dit-il, c'est tout. » Lentement, il sortit une petite clé USB noire et la posa sur la table entre eux. Sa main tremblait. Toute. Compte bancaire, route de transit, nom de chaque officier sur la liste de paie de Harding, date de chaque envoi, et les emplacements de 3 autres sites, Virginie, Virginie occidentale, Tennessee. Mara regarda la clé. Comment savoir si ce n'est pas un piège? Vous ne savez pas, mais demandez-vous ceci. Si Harding voulait votre mort, m'enverrait-il dans un diner avec une clé USB ou vous mettrait-il juste une balle à travers votre fenêtre? Bon point. Il y a autre chose sur cette clé. Dominguez dit des enregistrements audio. J'ai commencé à porter un micro il y a 6 mois. Pas pour le FBI, pas pour personne, juste pour une assurance. Au cas où Harding déciderait que j'avais dépassé mon utilité. 6 mois d'enregistrement, de conversation, d'ordre. Harding parlant du réseau, de l'argent, de il s'arrêta, déglutit, des femmes, comment il les appelait, comment il parlait d'elles, comme si elles étaient de l'inventaire. Mara prit la clé. Elle ne pesait presque rien, mais elle ressemblait à une grenade. « Vous auriez pu vous manifester il y a 1 an, dit Mara avant que 8 autres femmes ne disparaissent. » Dominguez ferma les yeux. « Je sais. Vous auriez pu les sauver. Je sais, ma sœur Lucia. Harding l'a tuée il y a 7 ans. Si quelqu'un comme vous avait parlé à l'époque, elle pourrait encore être vivante. » Dominguez ouvrit les yeux. Ils étaient humides. « Je sais ça aussi, et c'est la chose que je ne pourrai jamais réparer. Mais je peux vous donner ces 3 sites. Je peux vous donner les noms. Et si vous voulez me regarder dans les yeux et me dire que je suis un monstre, je n'argumenterai pas. Mais je préférerais être un monstre utile qu'un monstre silencieux. » La voix de Grant vint par l'oreillette. « Mara,
À vous de décider. Elle regarda Dominguez, la clé USB, l'alliance à sa main gauche, usée par des années d'un homme serrant les choses trop fort. Vous témoignez au tribunal officiellement. Pleine coopération, pas d'accord tant que je n'aurai pas vu chaque site sur cette clé confirmée. Accepté. Et Dominguez, elle se pencha en avant. Si c'est un coup monté, si quelque chose sur cette clé est faux, si même un nom manque, je m'assurerai personnellement que vous passiez le reste de votre vie dans une cellule à côté de l'homme que vous avez servi. Sommes-nous clairs? Crystal. Mara se leva, mit la clé dans sa poche, sortit sans regarder en arrière. Dans le camion, Grant la regarda traverser le parking. Bien, Mara monta. Ranger pressa immédiatement son nez dans sa main. Elle brandit la clé USB. 3 sites de plus, des dizaines de noms, 6 mois d'enregistrement d'écoute. Vous le croyez? Je crois qu'il est terrifié. Et les hommes terrifiés ne mentent pas. Eh bien, il dit la vérité parce que la vérité est la seule chose qui se tienne entre lui et une vie en prison. Grant démarra le moteur. Où aller? Bureau du FBI à Roanoke. Nous remettons ça ce soir. Ils roulèrent en silence pendant 20 miles avant que Mara ne parle de nouveau. Grant, quand nous étions dans la mine, quand Harding m'a eu, il a dit que cette opération était plus grande qu'une mine. Il ne bluffait pas. Non, cette clé USB le prouve. 3 États, des dizaines d'officiers, des racines qui traversent la juridiction fédérale. Elle regarda par la fenêtre. Nous avons fermé une mine, mais le réseau fonctionne toujours. Pas pour longtemps. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que maintenant, ils ont peur. Les gens effrayés font des erreurs. Et le FBI vient d'obtenir une feuille de route pour chaque erreur qu'ils ont jamais commise. Ranger se déplaça sur la banquette arrière. Sa tête bougea entre eux. L'appui-tête de Grant, l'épaule de Mara, de nouveau Grant. Le chien avait passé 5 ans dans une cabane avec un humain. Maintenant, il en avait 2. Et quelque chose dans la géométrie de cela, le triangle de l'homme, de la femme et du chien, se déplaçant dans la nuit vers un combat qui comptait, installa quelque chose en lui qui avait été instable depuis la Syrie. Le bureau du FBI à Roanoke était un bloc de béton de bâtiment qui semblait avoir été conçu par quelqu'un qui détestait l'architecture. Mais à l'intérieur à 23h30, 6 agents étaient assis dans une salle de conférence et écoutèrent les enregistrements de Dominguez pendant 3 heures d'affilée sans bouger. Quand le dernier enregistrement se termina, la voix de Harding discutant calmement du prix par tête pour de jeunes femmes transportées à un acheteur au Tennessee. L'agent principal, une femme nommée Torres, avec 20 ans d'expérience, enleva ses lunettes et les posa sur la table. « À quelle vitesse pouvons-nous agir sur ces sites? » demanda Torres. « Simultanément, dit Mara, les 3 à la fois. Si nous en frappons un, les autres se dispersent. Nous aurons besoin d'équipes tactiques dans 3 États. Je peux coordonner les communications, dit Grant. Contre-surveillance, détection de brouillage. Je sais à quoi ressemble leur équipement parce qu'ils l'ont utilisé sur nous. » Torres le regarda. Puis Ranger, qui était couché sous la table de conférence, la tête sur la botte de Grant. « Le chien fait-il partie du paquet? » « Le chien n'est pas négociable. » Torres faillit sourire. « Opération Havre de paix. C'est comme ça que nous l'appellerons. » Briefing à 06h. Détective Santos, Monsieur Sutton, bienvenue à l'équipe spéciale. Ils travaillèrent toute la nuit. À l'aube, l'opération avait un cadre. À midi, elle avait des équipes. La semaine suivante, elle avait des mandats. Mara appela Beckett du parking du FBI le matin de la signature des mandats. « Tom, comment vous sentez-vous? » Comme si quelqu'un avait garé un camion sur ma tête et l'avait laissé tourner. Sa voix était plus forte, cependant plus claire. Les médecins disent 6 mois minimum avant qu'ils ne me déclarent apte au service complet. Le FBI m'a offert un poste au sein de l'équipe spéciale. Silence. Puis vous l'avez pris. Je l'ai pris, bien. La voix de Beckett était épaisse. C'est bien, Mara. C'est exactement là où vous devriez être, Tom. Ils vous promeuvent. Lieutenant, unité des personnes disparues.
Le département se reconstruit de zéro après l'enquête sur la corruption. J'ai entendu. Apparemment, ils ont besoin de quelqu'un avec un dossier impeccable et un trou dans la tête pour prouver sa dévotion. Mara rit. Cela l'a surpris. Le son sortit rouillé, inconnu, comme une machine qui n'avait pas été démarrée depuis des années. Mais c'était réel. Je vais regretter de travailler avec vous, dit-elle. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. Je vous enverrai des pistes de mon bureau pendant que vous jouerez les héros. Tom, oui, merci de m'avoir cru comme personne d'autre ne l'a fait. D'être entré dans cette mène pour tout ça. Une longue pause. Quand Beckett parla, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Votre sœur a bien choisi. Quand elle a regardé et décidé quelle personne sur cette terre se battrait le plus pour elle, elle a bien choisi. Mara ne put parler. Elle pressa le téléphone contre son front et respira. « Allez les chercher, » dit Beckett. Tous. 6 mois plus tard, Mara se tenait devant une salle pleine d'agents fédéraux, de responsables des forces de l'ordre et de représentants des médias. Derrière elle, un écran montrait des photographies. Victimes récupérées, auteurs arrêtés, preuves saisies de 3 États. L'opération Havre de paix a entraîné l'arrestation de 47 individus dans 4 États, annonça-t-elle. Sa voix était stable, impérieuse, la voix d'une femme qui avait traversé une tempête avec un chien à ses côtés et en était ressortie comme quelque chose que le monde n'attendait pas. Nous avons récupéré 17 victimes et fermé 3 grandes routes de trafic. Ce travail continue. Des applaudissements rempliront la pièce. Des flashs d'appareils photo. Au premier rang, Tom Beckett était assis avec une canne sur les genoux, applaudissant plus fort que quiconque. Sa convalescence avait été lente mais régulière. La blessure à la tête lui laissait des maux de tête occasionnels et un léger tremblement dans sa main gauche, mais ses yeux étaient vifs et la nouvelle unité des personnes disparues qu'il dirigeait avait déjà rouvert 43 affaires classées sans suite. À côté de lui, Grant Sutton était assis inconfortablement dans un costume qu'il détestait clairement. Son camouflage NW était dans un sac dans le camion. Il avait mis le costume pour Mara. Il l'enlèverait dès que ce serait fini. Ranger était couché à ses pieds, portant un gilet de service décoré de rubans de décoration. Le chien était devenu une sorte de célébrité. Le berger allemand, qui avait aidé à démanteler un réseau de trafic. Après la cérémonie, Mara les trouva sur le parking. Grant desserrait déjà sa cravate. « Bon discours, dit-il. Je déteste les discours. » On ne l'aurait pas dit. Ranger pressa contre la jambe de Mara. Elle gratta derrière ses oreilles automatiquement. Le lien entre eux n'avait fait que s'approfondir au cours de 6 mois de travail ensemble. Le chien partageait son temps entre la cabane de Grant et l'appartement de Mara, avec la confiance facile d'un animal qui avait décidé que les 2 humains lui appartenaient. Et c'était ça. Le prochain briefing d'opération est lundi. Mara dit, « Il y a une piste sur un réseau opérant depuis le Nevada, modèle similaire à l'organisation de Harding. J'ai vu le dossier. » Grant regarda Ranger, puis Mara, puis les montagnes visibles à l'horizon. La Blue Ridge, où tout a commencé, où un coup à la porte avait tout changé. Je suis dedans. Beckett boita pour les rejoindre, s'appuyant sur sa canne. Eh bien, c'est réglé. Maintenant, pouvons-nous, s'il vous plaît, nous débarrasser de ces costumes de singes et trouver de la vraie nourriture? Il y a un diner sur la route, dit Mara. Les meilleurs hamburgers du comté. Accepte-t-il les chiens? Il le fera quand ils verront ses médailles. Ils marchèrent ensemble vers le camion de Grant, l'ancien SEAL qui était venu dans les montagnes pour disparaître, l'adjoint blessé qui refusait d'abandonner, la détective qui avait transformé le chagrin en arme et l'avait dirigé vers les personnes qui le méritaient de plus, et le berger allemand qui avait tout changé, non pas avec des remerciements, non pas avec fureur, mais avec une décision simple, têtue, incassable de rester. Grant ouvrit la porte du camion. Ranger sauta le premier, prenant sa place habituelle sur la banquette arrière.
Mara monta à côté de lui. Le chien posa immédiatement sa tête sur ses genoux. Grant les regarda dans le rétroviseur et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un relâchement de quelque chose qui avait été si étroitement serré si longtemps qu'il avait oublié que c'était là. Il fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit le carnet en cuir. Le carnet de Noah, celui qu'il avait porté pendant 5 ans sans l'ouvrir. Il l'avait lu une fois maintenant dans la salle d'épreuve du FBI quand il lui avait montré la transcription, mais il n'avait jamais ouvert l'original, jamais touché les pages que Noah avait touchées. Il l'ouvrit. L'écriture de Noah, petite, précise. L'écriture d'un homme qui mesurait tout 2 fois. Parce que dans leur métier, les erreurs coûtaient des vies. La dernière entrée, quelque chose ne va pas avec les renseignements. Vérifie l'officier de liaison de l'armée, je ne lui fais pas confiance. Et en dessous, en plus petit caractère, presque une pensée après coup. Si quelque chose m'arrive, dis à Grant d'arrêter de se cacher. Il est meilleur qu'une cabane sur une montagne. Il l'a toujours été. Grant referma le carnet, le remit dans sa poche, démarra le moteur. « Tout va bien? » demanda Mara depuis la banquette arrière. « Oui. » Sa voix était rauque. « Tout va bien. » Ils sortirent du parking. Le soleil se couchait derrière les montagnes Blue Ridge, peignant le ciel en des nuances d'or qui ressemblaient à du feu sans la destruction. Le téléphone de Mara vibra. Nouveau renseignement de Torres sur le réseau du Nevada. Beckett avait appelé en haut-parleur pour relayer une piste d'affaires classée sans suite. Grant conduisait. Ranger se reposait. 3 personnes et un chien se déplaçant dans le monde avec un but. Non pas parce qu'ils le devaient, non pas parce que quelqu'un leur avait ordonné, mais parce qu'ils s'étaient chacun tenus à un carrefour. Chagrin ou but, se cacher ou se battre, silence ou vérité. Et ils avaient chacun fait le même choix. Lucia Santos n'est jamais rentrée chez elle. Son histoire s'est terminée sur une montagne qu'elle n'avait jamais vue, emportée par un homme qui ne la voyait comme rien. Mais sa mémoire a perduré dans chaque victime que Mara a sauvée. Chaque réseau qu'elle a démantelé, chaque famille qu'elle a réunie. Non pas comme un fantôme, comme un feu. Noah Hale n'est jamais sorti de Syrie. Ses derniers mots étaient un avertissement que personne n'a entendu à temps. Mais son carnet, son instinct, sa suspicion, son refus de faire confiance à ce qui ne semblait pas juste avait traversé 5 ans et 1000 miles pour aider à faire tomber l'homme qui l'avait tué. Non pas comme une hantise, comme une mission accomplie, Tom Beckett ne se remettrait jamais complètement. Le tremblement dans sa main, les maux de tête, la canne. Mais chaque affaire classée sans suite qu'il rouvrait, chaque dossier de personnes disparues qu'il refusait de fermer, chaque appel téléphonique qu'il faisait à une famille qui avait perdu espoir, c'était sa guérison. Non pas la guérison d'une blessure, la transformation d'une. Et Grant Sutton, l'homme qui était venu dans les montagnes pour disparaître, découvrit quelque chose qu'aucune quantité d'entraînement, aucun nombre de missions, aucune année de solitude n'avait pu lui enseigner. Que le contraire de la perte n'est pas la récupération. Le contraire de la perte est de choisir de compter de nouveau. Ranger savait cela déjà, l'avait toujours su. Du premier grognement à la porte de la cabane au dernier coup de queue sur la banquette arrière d'un camion, se dirigeant vers un autre combat. Les chiens ne comprennent pas le chagrin comme les humains. Ils ne portent pas les morts dans des carnets et des dossiers et des nuits blanches. Ils portent les vivants. Ils se prestent contre votre jambe quand vous êtes sur le point de craquer. Ils vous choisissent quand personne d'autre ne le fait. Et ils restent, non pas parce qu'ils sont commandés, non pas parce qu'ils sont entraînés, parce que la loyauté n'est pas une compétence. C'est un choix fait chaque jour à chaque instant par chaque cœur assez courageux pour le faire. Quelque part sur une autoroute sombre, le camion roulait vers le Nevada, vers un autre réseau, un autre ensemble de noms sur un mur. Un autre groupe de femmes attendant dans l'obscurité que quelqu'un vienne et qu'il vienne. Non pas avec des armées, non pas avec des discours,
non pas avec la machinerie d'institutions qui avaient déjà prouvé qu'elle pouvait échouer, avec une détective qui refusait d'oublier, un SEAL qui refusait de se cacher, un adjoint qui refusait d'arrêter et un chien qui refusait de partir. C'était suffisant. Ça l'avait toujours été parce que les héros ne naissent pas dans les moments de gloire. Ils sont forgés dans les moments de choix. Et le choix de se lever, de riposter, de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Ce choix est disponible à quiconque est prêt à répondre au coup à la porte. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le courage tranquille change encore le monde. Abonnez-vous pour plus d'histoires de héros inattendus, de liens improbables et des moments qui prouvent que personne n'a à affronter l'obscurité seul. Laissez un commentaire et dites-nous quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours à ceux qui refusent d'arrêter